on va ouvrir pour cette année, enfin une partie de l'année, un cycle italien. Alors on restera en grande partie, un peu comme ce qu'on a fait la dernière sur le cinéma américain hollywoodien, sur les années 60 et 70, c'est-à-dire que autant dans le cas du cinéma américain, quand on parle du dernier âge d'or, on est beaucoup sur les années 70, ça fait période 68-80, autant dans le cinéma italien, il faut à mon avis reculer en gros d'une dizaine d'années. Ouais, on considère que l'âge d'or du cinéma italien, si vous voulez, en gros, c'est 58, 69, 70. C'est 10 années au cours desquelles le cinéma italien est le plus fort du monde, hein, tout simplement. C'est assez passionnant de se dire que, et on l'oublie tellement, le cinéma italien est en état de zone sinistrée aujourd'hui, en grande partie. On oublie que dans les années 60, là où le cinéma le plus inventif a lieu, c'est un peu au Japon, c'est vrai, mais en tout cas, c'est plus à Hollywood, qui à un moment qui se cherche, va tenter de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles formes. C'est en Italie que ça se passe, hein. À l'époque, le cinéma italien, c'est 800 millions, hein, de spectateurs par an. Par exemple, au cours de la simple année 64, 800 millions de spectateurs. Je ne sais pas si vous imaginez le rêve que c'est pour aujourd'hui des exploitants de salles d'avoir cumulé dans l'année autant de gens qui vont voir autant de films. Et c'est aussi dû au fait que, à l'époque, non seulement le cinéma italien est extrêmement en forme, avec un nombre de films produits dans tous les genres très important, et on sait qu'un cinéma se porte bien quand il marche sur ses deux pieds, on pourrait dire, un pied autoriste, qui est le pied de Visconti, d'Antonioni, de Fellini, de Pietro Germi, de Latuada, enfin de tous ces gens-là, et puis un pied populaire, qui est le pied des gens, hein, c'est ce que vont voir les gens en masse. Et quand l'un des deux fait défaut, généralement, le cinéma s'effondre, hein. Par exemple, nous en France aujourd'hui, on a quelques auteurs, mais le cinéma populaire, c'est une catastrophe, hein. Enfin, euh, c'est pas, ça postule pas l'intelligence du public, disons plutôt ça. Donc ça, on marche, on boite, si vous voulez. À l'époque, le cinéma italien, c'est un cinéma qui est à la fois extrêmement fort du point de vue des auteurs. Les grands cinéastes italiens qu'on connaît aujourd'hui sont tous des gens qui sont actifs, évidemment, à part un peu moins des gens comme Rossellini ou d'autres, mais quand même, dans les années 60, les grands cinéastes italiens dont je vous ai parlé sont tous actifs dans les années 60, réalisent souvent leurs meilleurs films à ce moment-là. On est après le néoréalisme, hein, souvenez-vous, 45, c'est une date très importante dans l'histoire du cinéma italien. C'est l'année où on rompt avec un cinéma un peu mièvre. Évidemment, on sort du fascisme, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle à l'époque le cinéma des téléphones blancs, hein, des espèces de comédies, de mélodrames, d'amourettes, de jeunes filles pas très intéressantes. Et puis il y a Rome ville ouverte et ce qu'on va appeler le mouvement du néoréalisme avec des gens comme De Sica, Cesare Zavattini, De Santis, à la fois des scénaristes, des cinéastes qui vont lancer, on pourrait dire, qui vont donner au cinéma italien ces véritables lettres de noblesse. Et là, on est en 45. On est quand même 15 ans avant la nouvelle vague française. Alors, on parlera sans doute un peu plus largement du cycle juste après le film. Alors, l'idée du cycle, elle est extrêmement simple. C'était de se dire, bon, prenons le dernier âge d'or du cinéma italien, qui est évidemment le moment, on va dire, allez, prenons une décennie, 58-68, grosso modo. Bon. C'est un âge d'or pour les raisons dont on a parlé. Et on s'est dit, il y a deux façons d'aborder cet âge d'or-là. Soit on repasse quelques-uns des très grands classiques, des grands cinéastes déjà totalement sanctifiés par la critique. Bon, mais est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui, de se convaincre que Antonioni, et même Visconti, que Fellini, ce sont des cinéastes très importants. Il y a des dizaines de livres qui leur étaient consacrés, des articles à n'en plus finir dans des revues, ils sont dans l'institution, absolument, on les enseigne à l'université, dans les lycées, dans les collèges. Bon, on ne va pas se retrouver en 2012 ou en 2013 à dire regardez comme Blow Up d'Antonioni ou La Strada de Fellini sont des films importants. Bon, espérons que tout le monde le sait. Voilà. Par contre, ce qui est beaucoup moins connu, et c'est une des tâches de la critique maintenant depuis une dizaine d'années, c'est de faire connaître une autre série de cinéastes, c'est des cinéastes qui n'ont pas été totalement reconnus par la critique ou alors tardivement, qui œuvrent à ce moment-là tous dans des genres, si vous voulez. Alors c'est le western. On a choisi de passer un western, alors on aurait pu passer un film de Sergio Leone. Le problème, c'est que Leone, c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors vous connaissez tous Sergio Leone, c'est le seul des cinéastes ayant tourné, évidemment, des westerns italiens à l'époque, qui soit connu du grand public. Vous dites à des gens Sergio Leone, tout le monde a en tête une musique de Morricone, un acteur, une séquence, un duel, etc. Bon, mais le problème de Leone, c'est que c'est 4 westerns. Et en même temps, il faut se rappeler qu'entre 64 et 75, donc on n'est même pas, on est sur une décennie de western italien, il y en a plus de 600 qui sont produits. Bon, ils sont passés où? En gros, les 595 westerns non réalisés par Sergio Leone. Bon, est-ce que ce sont tous des navets au point qu'on les oublierait complètement? Évidemment pas.
Léon, c'est l'arbre qui cache une forêt d'une dizaine de cinéastes absolument passionnants dans le western italien et en gros d'une cinquantaine de très très grands westerns. Alors ils sont durs à voir en France. L'extrait que vous avez vu tout à l'heure, Faccia a Faccia, qui s'appelle Le Dernier Face à Face, c'est un film de Sergio Solima. Il y a 3 Sergio dans l'histoire du cinéma italien, hein. Il y a Sergio Leone, il y a Sergio Corbucci, il y a Sergio Solima. On ne peut pas connaître l'un sans connaître les autres. Et les 3 sont aussi importants pour des raisons complètement différentes. Donc plutôt qu'un Leone, on a passé Faccia a Faccia. Donc si vous voulez, l'idée, c'est de se dire que on a pris à chaque fois un film d'un genre emblématique du cinéma italien. Alors c'est à la fois le giallo, le polar, le film paranoïaque, bon, la comédie très très forte à ce moment-là évidemment. Alors là moi j'ai choisi Une vie difficile de Dino Risi parce que Dino Risi c'est un des très très grands cinéastes italiens de cette période-là. Et d'ailleurs quand on revoit aujourd'hui des films de Risi, ces films à la fois acides, critiques sur la société italienne de l'époque, en tout cas c'est mon point de vue, finalement c'est mieux que Ettore Scola, hein. Et donc l'idée c'était de se dire on allait prendre un film par genre et un cinéaste emblématique, hein, donc Dino Risi, Sergio Solima, Elio Petri, Dario Argento. Dario Argento, bon, on y reviendra quand on projettera Profondo Rosso. En français, horrible titre, Les Frissons de l'angoisse, qui est un des grands chefs-d'œuvre du cinéma italien des années 70, qui date de 75, qui est une relecture baroque incroyable du Blood d'Antonioni et qui lui est supérieur. Hein, c'est-à-dire que le film d'Argento est meilleur que le film d'Antonioni. Bon. Donc l'idée c'est que chaque mois on va prendre comme ça un film, pas forcément très connu mais faites-moi confiance, ils sont tous formidables. Vous avez le droit, il y aura une distribution de tomates à l'entrée, vous aurez le droit de vous venger si vous trouvez que ces films ne sont pas intéressants, mais ils sont tous des grands films et tous des films passionnants. Il y a aussi un polar qu'on va passer parce que le polar italien a été un genre très important à l'époque et souvenez-vous que l'Italie au milieu des années 60, début 70 c'est quand même les années de plomb, donc le cinéma italien a des choses à dire sur ce qui se passe, hein, au moment entre l'attentat de Milan et l'assassinat d'Aldo Moro en 78. Politiquement, c'est un cinéma qui est génial. Donc on verra aussi tous ces films-là. Bon. Alors là, on commence donc, vous allez me dire, oui, mais quel rapport avec Visconti? Alors à l'origine, l'idéal aurait été de passer Le Guépard, hein. Mais bon, vous avez, j'imagine, tous vu déjà Le Guépard, non? Hein, bon. Donc on s'est dit, Le Guépard, parce que Le Guépard, c'est vraiment un des films matrices à la fois du cinéma italien de l'époque et même du cinéma tout court. Combien de cinéastes américains ont été marqués par Le Guépard, et même italiens évidemment. Une fois dans l'Ouest de Sergio Leone n'aurait pas été réalisé sans Le Guépard. Le Parrain de Coppola n'aurait pas pu voir le jour sans Le Guépard. La Porte du Paradis de Michael Cimino n'aurait pas vu le jour sans Le Guépard. Donc Le Guépard c'est évidemment extrêmement important. Alors on s'est dit, en même temps, quel est finalement dans la filmographie de Visconti le film qui est presque le plus proche du Guépard, en tout cas qui dialogue le plus avec lui, c'est celui que vous allez voir, hein, c'est Violence et Passion, hein, c'est Groupe d'une famille en intérieur, c'est le titre italien, là c'est Violence et Passion. Bon. Alors, 2 mots avant qu'on en reparle évidemment après. À ce moment-là, donc Visconti, depuis quelques années, rappelez-vous, hein, Visconti, un espèce d'aristocrate qui a épousé la cause communiste, né en 1906, qui a été aux avant-postes du cinéma dit néo-réaliste à l'époque, lorsqu'il réalise La Terre tremble, un documentaire sur des pêcheurs de Sicile. Et puis, il va réaliser Ossession, adapté du roman de James Cain, un film extraordinaire avec Clara Calamai et Massimo Girotti. Et puis, beaucoup des cinéastes de l'époque le prennent comme finalement pour, bon, peu importe ses origines milanaises, aristocrate, il est avec nous, épousant la cause du peuple, faisant des films sur les petites gens, leur donnant une noblesse, etc. Et donc, il va être ce compagnon de route-là, et en 54, il va y avoir un premier malentendu, et ça c'est très intéressant dans la carrière de Visconti, puisqu'il va réaliser un film qui s'appelle Senso. Vous avez peut-être vu Senso, film évidemment extraordinaire avec Shirley Granger et Alida Valli, et qui raconte l'occupation... Pardon ? Non, c'est Alida Valli. Si. Et, et donc c'est un film qui se passe pendant l'occupation autrichienne, donc en Vénétie. C'est un film absolument formidable, mais à l'époque, on reproche à Visconti de commencer à s'éloigner des préoccupations du peuple, hein. Alors c'est intéressant parce qu'il y a deux Visconti, quand on parle de Visconti, on parle de 2 Visconti. Le Visconti des débuts et le Visconti qu'on va appeler le Visconti décadent, hein, dont Violence et Passion serait presque, on pourrait presque dire, la queue de comète avec son dernier film qui sera L'Innocent. Alors, Visconti, il a réalisé 14 films, ça c'est son 13e, son avant-dernier, et juste avant, il est parti sur ce qui, selon ses désirs, aurait dû être une tétralogie. Hein, donc, souvenez-vous, vous avez peut-être vu Les Damnés, Ludwig, bon. Et il devait boucler avec l'adaptation de La Montagne Magique de Thomas Mann. Le problème, c'est que sur le tournage de Ludwig, un accident vasculaire cérébral lui arrive. Bon. Et donc là, il se retrouve physiquement diminué
est handicapé. Et donc le tournage de l'adaptation du bouquin de Thomas Mann, évidemment, tombe à l'eau. La plupart des producteurs italiens à l'époque ne veulent pas assurer Visconti, parce que c'est trop dangereux. En gros, il peut claquer en plein tournage, il peut quasiment pas bouger, il est largement immobilisé. Bon. Et, et l'un de ses scénaristes, je vous en parlerai après, c'est assez émouvant parce que ce qui arrive à Visconti en 73, quand il va tourner le Violence et Passion, c'est assez proche de ce qui va arriver avec Bertolucci, au moment où lorsqu'il va tourner Toi et moi. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier film de Bernardo Bertolucci, hein, film génial, qui raconte aussi comment est-ce qu'un homme, là en l'occurrence Bertolucci est en fauteuil roulant, on peut plus se déplacer maintenant, comment est-ce qu'il imagine un film, un scénario qui est adapté à sa condition physique. Et là, Visconti, on lui donne un sujet presque sur mesure, qui est un sujet sur la décadence, vous allez voir, d'une classe aristocrate. C'est un film très très beau évidemment, mais qui se passe dans un lieu quasi unique, qui est un appartement, de manière à ce que Visconti, sa condition physique, soit adaptée tout simplement au type de tournage. Le Guépard, c'est fini, on ne peut plus tourner ce genre de film-là, évidemment. Donc, Visconti fait appel à ce moment-là à Burt Lancaster, avec lequel il avait déjà tourné évidemment Le Guépard. Ils sont restés en contact depuis 63, date du Guépard. Lancaster dit oui, adore Visconti. Ça, je vous en reparlerai parce que c'est évidemment passionnant la relation entre Visconti et Lancaster. Et non seulement il dit oui, et surtout il accepte de se porter garant auprès de la production de Visconti lui-même. Il dit écoutez, si jamais Visconti meurt, je m'engage moi à finir le film. Ça, Visconti ne le saura évidemment jamais. Son orgueil en aurait pris un coup. Mais en fait, c'est ce qui se passe. C'est grâce à Burt Lancaster, très élégant, que le film va pouvoir se faire. Alors vous allez voir, parce que c'est bien que vous ayez Le Guépard en tête, parce que quand on regarde Violence et Passion, évidemment, c'est une forme de codicille du Guépard. Hein, on n'est pas, ça n'a pas évidemment la même ampleur, la même puissance. Le Guépard est un chef-d'œuvre phénoménal de 3 heures. Bon. Mais c'est un codicille, c'est-à-dire que c'est assez drôle de se dire que Visconti reprend en partie le personnage du prince Salina du Guépard et le met cette fois dans la Rome contemporaine. Bon, je vous en dis pas plus parce qu'il faut, voilà, il faut vous apprécier le film. 2-3 choses pour terminer sur les acteurs. Alors, Lancaster évidemment, qui est génial, et vous allez voir combien Lancaster joue à l'européenne dans son jeu d'acteur et pas à l'américaine. Hein, bon, ça, on y reviendra. Silvana Mangano, qui joue un des rôles principaux, qui à l'époque était l'épouse de Dino De Laurentiis, hein, un des grands producteurs italiens, grâce auquel d'ailleurs les Américains sont venus faire des films en Italie. Et puis Helmut Berger, qui joue un rôle évidemment, alors là, d'un personnage, d'un jeune et faible, blond, un peu fascinant, totalement viscontien. Vous avez vu Mort à Venise, évidemment. Donc voilà, j'arrête là. Bonne projection. Après, je vous reparlerai un peu en détail du cycle, de l'Italie, du cinéma italien de l'époque, parce que je ne le referai pas après, je ne vais pas à chaque fois vous re-raconter le contexte du cinéma italien. Je le ferai là, et puis on parlera de Visconti un peu en général, si vous voulez, et puis de ce film en particulier. Voilà. Bonne projection. Merci. Comme je vous le disais tout à l'heure, mais j'essaierai d'y revenir rapidement, il y a vraiment 2 périodes dans l'œuvre de Visconti. Il y a beaucoup d'échanges entre les deux, mais quand même, il y a avant Senso en 54 et après Senso. Là, on est dans l'après Senso, dans vraiment la toute fin de l'après Senso. Le dernier plan, si vous voulez, du film, il converse avec un autre plan très précis du Guépard que Visconti réalise en 63, c'est-à-dire 13 ans 12 ans plus tôt. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, Le Guépard, mais il y a un moment, dans la dernière partie du film, au moment du fameux bal, hein, qui est donné en l'honneur d'Angelica, au moment où on va présenter Angelica, jouée par Chloé Cardinal, à la haute société sicilienne, incarnée par le prince Salina, en l'occurrence Burt Lancaster. Il y a un moment où le prince Salina, pendant le bal, hein, ce fameux bal qui a été tourné dans le palais de Ganji à l'époque, vous vous souvenez de cette dernière heure du film, évidemment absolument incroyable,
Et Burt Lancaster, au cours du bal, peu à peu, on pourrait dire, se met en retrait du cadre de ce monde dont il sent qu'il est en train de partir, de disparaître, et lui il se met en retrait de ce monde-là. C'est un grand film évidemment mélancolique, Le Guépard, comme celui-ci. Et il part dans son salon, et dans son salon, on le voit qui s'assied sur un canapé et qui contemple très longuement un tableau qui est très connu, qui s'appelle La mort du juste, d'un peintre qui s'appelle Jean-Baptiste Greuze, qui a été peint au XVIIIe siècle, et qui est presque, on pourrait dire, que va presque recomposer Visconti à la toute fin, hein, de Violence et Passion. Alors c'est pour ça que je dis ça, parce que Violence et Passion, à mon avis, est un film qui, alors beaucoup ont dit à l'époque, c'est un film testamentaire, parce que à cause de l'état de santé, de la forme physique dont je vous parlais au début, hein, et effectivement, il ne tournera plus qu'un seul film après ça. Donc on est tenté de voir dans Violence et Passion une forme presque de, oui, d'œuvre testamentaire, d'autobiographie tardive de Visconti lui-même, avec Burt Lancaster dans le rôle presque de l'épigone, hein, si vous voulez, de Visconti, ce qui est à la fois vrai et faux. Vrai, j'y reviendrai. Et en même temps, ce qui est très très beau, c'est que Visconti ne cesse d'établir avec le Guépard des liens, hein, en permanence, si vous voulez. Ce qui fait que, idéalement, le problème c'est qu'il faudrait un peu de temps pour ça, il faudrait 5 heures, il faudrait presque projeter le Guépard et Violence et Passion, l'un à la suite de l'autre, tellement les deux films se font écho, si vous voulez, et se répondent. Et donc, la fameuse mort que contemple Burt Lancaster dans le tableau de Greuze dans Le Guépard, cette fois, Visconti la met en scène, et c'est Burt Lancaster qui meurt, là pour le coup, réellement. Et la fin, c'est un plan, mais c'est un tableau, hein, qui évidemment sort du Guépard. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que on ne peut pas parler de Violence et Passion sans parler du Guépard. C'est absolument impossible, tellement l'un est presque, on pourrait dire, la suite de l'autre. Il y a évidemment la présence de Burt Lancaster dans les deux cas, hein, le prince Salina dans le film de 63, et là, celui qu'on appelle le professeur, d'ailleurs qui n'a pas de nom, on appelle le professeur pendant tout le film. Mais ce qui est très intéressant dans les faits de comparaison, c'est évidemment ce qui est permanent d'un film à l'autre et ce qui a évolué dans l'esprit de Visconti. Ce qui est permanent, c'est le rapport, on pourrait dire, à l'histoire. Vous savez que Visconti, surtout à partir de Senso en 1954, il s'est mis non plus à aller filmer, on pourrait dire, des petites gens, les prolétaires du Sud, les ouvriers, des petits tenanciers de bar comme dans Ossession, etc. Mais il s'est mis à aller filmer, on pourrait dire, la bourgeoisie et surtout l'aristocratie, tout ça sur fond de crise politique, hein, ou de crise historique. Alors c'est la fin du royaume de Bavière dans Ludwig, c'est la fin de la République allemande face aux nazis dans les damnés, c'est la fin du royaume des deux Siciles dans le Guépard. Et là, alors ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est de quelle fin est en train de parler Visconti. Parce que il y a quelque chose qui est très important, c'est que lorsque Visconti commence à réaliser qu'on appelle à ce moment-là les films en costume, c'est le moment du décadentisme. On dit, mais finalement, ce qui fascine Visconti, c'est des gens qui pourrissent sur place. Ce qui n'est pas faux. Quand on voit ça, on a vraiment un sentiment de pourriture, de desquamation, d'une aristocratie qui est en train, de pourrir sur place, si vous voulez. On reproche à Visconti à ce moment-là de s'éloigner des problèmes politiques de l'Italie de l'époque. Et ça, c'est un procès qu'on lui fera à partir de Senso, et qu'on lui fera très régulièrement. Comment se fait-il que l'homme qui a réalisé Ossession et La Terre tremble, qui a été au plus près des préoccupations de l'Italie, on pourrait dire prolétaire, d'un seul coup se met, a priori, à changer son fusil d'épaule et à s'intéresser aux aristocrates, oubliant le peuple qui aurait été le peuple du néoréalisme au début. D'ailleurs, dans Le Guépard, le peuple, pour ceux qui s'en souviennent, est absolument absent du film, hein, sauf le personnage qui est joué par Serge Reggiani, qui incarne, hein, on pourrait dire le peuple des paysans siciliens, qui lui a conscience que la révolution se fait avec eux, mais en bout de course ne leur profitera pas, si vous voulez. Bon. Ce qui se passe avec le Guépard, et je reviens à cette date parce que c'est très important, lorsque Visconti va adapter le fameux roman de Lampedusa, vous avez peut-être déjà lu le Guépard, je vous conseille de le lire, c'est un roman génial, et surtout c'est un roman qui est extrêmement proche de la façon dont de l'adaptation que va en faire Visconti. C'est-à-dire que Visconti adapte presque exactement le roman de Lampedusa, moins la toute fin. On ne voit pas la mort du Guépard, la vraie mort du Guépard. Le film se termine sur le moment où Burt Lancaster part dans les rues, contemple la lune, un grand moment mélancolique si vous voulez, où on sent que sa fin approche, mais on ne filme pas sa mort. Lorsque Visconti adapte le roman de Lampedusa, il subit une volée de bois vert de la critique de gauche à l'époque, qui lui dit, alors non seulement
vous intéressez plus du tout au peuple. Maintenant, votre problème, c'est en gros les aristocrates qui trouvent plus leur place dans la société moderne. Hein. Et la deuxième chose, c'est que, et là c'est assez... Alors, on aura souvent ce problème avec le cinéma italien, c'est que c'est un peu comme le cinéma américain, c'est que le cinéma italien, il est souvent le reflet de l'histoire de l'Italie et des grands débats qui agitent la société italienne à l'époque. Et ça, parfois, on l'a un peu oublié. Mais dans les années 50, lorsque le roman de Lampedusa paraît, il paraît en 52 précisément, en 54, pardon, on pourrait dire qu'il y a deux thèses dans l'histoire de l'Italie, si vous voulez, qui s'opposent, liées à ce qu'on appelle le Risorgimento. Le Risorgimento, c'est la Révolution française italienne, si vous voulez. C'est le moment fondateur. Que ça a autant de sens, le Risorgimento et Garibaldi, que nous, la Révolution française, si vous voulez. C'est un moment absolument fondateur de l'Italie moderne. Bon. Et ce qui est assez fascinant, c'est que lorsque Lampedusa sort son roman, il y a deux thèses qui s'affrontent. Certains disent... Mais le Risorgimento, ce grand moment de garibaldien, si vous voulez, moment qui va mener à l'unification de l'Italie, il faut le rappeler, en 70, et le moment où, je crois que c'est un an ou deux après, le Vatican va décider que c'est Rome qui sera la capitale de l'Italie, donc le Guépard se passant entre 60 et 62, 1800. Tout ça, ça raconte ces 8 années capitales de l'histoire de l'Italie qui seront, si vous voulez, l'ombre portée sur toute l'histoire de l'Italie, y compris celles années 50-60. C'est pour ça que Visconti disait, moi quand j'adapte Lampedusa, je ne parle pas uniquement du Risorgimento de l'époque. J'essaie de comprendre ce que lui appelait le malaise méridional. C'est-à-dire que pour comprendre le problème de l'Italie des années 50, grosso modo, et 60, il faut retourner à la source. Et la source, c'est cette révolution, si vous voulez, italienne, le Risorgimento. Voilà. Quand on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à ce qui se passe de l'Italie des années 50-60. Et à cette époque, il y a deux thèses, si vous voulez, qui s'affrontent. Parmi les politiques italiens mais des années 50, il y a en gros la thèse de la démocratie chrétienne, qui considère à l'époque en gros que le Risorgimento a été une révolution, donc conduisant à l'unité de l'Italie, qui a été faite par et pour le peuple, et que le peuple a été le grand, à la fois acteur et bénéficiaire, si vous voulez, de cette révolution-là. Ça, c'est la thèse de la démocratie chrétienne, en gros la moitié de l'Italie. Et il y a une autre partie de l'Italie qui pense le contraire, c'est-à-dire qui considère, alors là vous connaissez peut-être un théoricien marxiste qui s'appelle Antonio Gramsci, qui est quelqu'un de très très connu, qui écrit en 52 ce fameux livre, un essai, pas pamphlétaire, mais un essai qui va être une relecture, qui aura une influence capitale dans l'Italie des années 50 sur le Risorgimento. Il lui dit, Gramsci, il dit, le Risorgimento, ça a été fait avec le peuple, on s'est servi de lui, mais en bout de course, il a été évacué des décisions finales. On pourrait presque, souvenez-vous de la révolution de Sergio Leone, la fameuse phrase, la grande tirade de Rod Steiger dans le film, quand il explique à James Coburn, je vais vous dire ce que c'est que la révolution, c'est des riches qui se mettent autour d'une table, qui disent qu'ils arrivent à convaincre les peuples qu'il faut aller faire la guerre parce qu'ils vont en tirer un bénéfice, et puis qu'une fois que la guerre est faite, à ce moment-là, le peuple disparaît, on les tue, puis les riches se repartagent le monde comme c'était avant. Une grande phrase, un grand moment du film de Sergio Leone. Et en fait, une fois la révolution de Sergio Leone pense exactement la même chose que ce que pense Gramsci et ce que pense Visconti. On est dans la même ligne idéologique à ce moment-là. Et Gramsci lui dit ça, c'est-à-dire qu'il dit finalement, le peuple a été non seulement le grand perdant du Risorgimento, alors que la thèse plutôt officielle de l'époque, c'est de dire que ça a été un grand mouvement populaire, il est le grand perdant, et qu'en plus, au fond, il n'a joué aucun rôle là-dedans. Ça a été en gros, l'Église, la monarchie de Haute-Savoie et les industriels du Nord, de l'Italie, se sont partagés le pouvoir, mettant complètement de côté le peuple. Bon, alors ça nous est très lointain tout ça, mais ça c'est indispensable pour comprendre le trajet, enfin les films de Visconti, si vous voulez, et beaucoup d'autres d'ailleurs qui vont être tournés à l'époque. Et donc le Guépard raconte, enfin c'est le socle, si vous voulez, pour comprendre ce que raconte le Guépard et les différents personnages qui apparaissent dans le film, que ce soit le maire de la petite commune, sa fille Angelica, que ce soit évidemment le prince Salina qui lui incarne l'aristocratie finissante, ou alors que ce soit évidemment Tancrède, joué par Alain Delon dans le film, qui a cette fameuse réplique: pour que tout change, il faut que tout reste comme avant. Bon. Qui est vraiment une phrase, là pour le coup, c'est typique de ce que pensait évidemment Lampedusa à l'époque. Alors c'est fascinant parce que dans le Guépard,
Visconti, qui s'identifie totalement à Burt Lancaster, c'est ça qui est intéressant, c'est que, et d'ailleurs, donc il va faire venir cet acteur. Il faut se rappeler qu'à l'époque, lorsque les Italiens voient débarquer Lancaster, ils se disent mais que va faire Lancaster, l'homme athlétique, l'homme de trapèze, l'homme de criss-cross, près d'Alcatraz, l'homme de tant qu'il y aura des hommes, américain pur et dur, yankee pur et dur, comment il va pouvoir incarner un aristocrate sicilien cultivé, etc. Personne n'y croit. Aujourd'hui, ça nous semble évident, même un des plus grands rôles de Lancaster sans doute. Mais à l'époque, le choc, il est quand même fort. Une des idées, évidemment, de Lancaster, qui est un acteur brillantissime, ça va être notamment d'imiter Visconti. Il comprend, comme je vous le disais avant le film, qu'il ne peut pas jouer, c'est ce qu'il fait exactement là, pareil d'ailleurs, hein, il ne peut pas jouer à l'américaine. Ça veut dire quoi jouer à l'américaine? Ça veut dire jouer beaucoup plus avec son corps qu'avec les dialogues. C'est-à-dire où chacun des dialogues est souvent un peu est rendu explicite, ou parfois même excessif par un jeu avec le corps, avec les mains, etc. etc. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, les méridionaux, qui a vu Alberto Sordi, sait qu'il joue aussi avec les corps. Oui, mais l'agitation des mains d'Alberto Sordi, c'est pas du tout l'espèce de porc altier de Burt Lancaster, aristocrate dans les films de Visconti. Vous voyez. Et donc, il comprend que finalement, la meilleure façon d'entrer dans la peau d'un aristocrate vieillissant, surtout qu'en 63, il est jeune, hein, Lancaster, même s'il a l'air très vieux dans le film, finalement, c'est d'imiter Visconti. Et le modèle de Lancaster, avant même, on pourrait dire les points communs qu'ils avaient dans la vie, tous les deux étaient de grands amateurs d'opéra, etc. Le point commun entre les deux, ça va être simplement l'effet de mimétisme de Lancaster, qui va tenter d'imiter donc le comte Visconti, parce que la famille de Visconti a régné sur Milan pendant très longtemps. C'est une famille vraiment de hauts aristocrates, les Visconti, si vous voulez, Visconti di Modrone, c'est ça leur vrai nom. Et donc il va imiter Visconti. Et donc on aura, aussi bien dans Le Guépard que dans Violence et Passion, Burt Lancaster comme l'avatar, si vous voulez, de Visconti. Mais véritablement dans la façon de se comporter, la façon de parler extrêmement calme et de jouer à l'européenne, c'est ça. C'est-à-dire que Burt Lancaster, vous avez vu, comme il joue de façon extrêmement rentrée et retenue. D'ailleurs, il y a beaucoup d'anecdotes qui racontent que les seules répliques, ou plutôt les seules remarques que faisait Visconti à Burt Lancaster, qu'il adorait, étaient concernaient systématiquement son excès de jeu. Et notamment il y a une séquence dans Violence et Passion où il est assis à son bureau, il discute avec son avocat, son avocat qui est joué par Romolo Valli, un des acteurs très très connus du cinéma italien de l'époque, et au cours des premières scènes, Lancaster ne cessait d'agiter son bras, et ça énervait Visconti. Il dit, mais un aristocrate ne se comporte pas comme ça, il faut que tu bouges beaucoup moins, il faut que tu caches ta main, voilà. Et pendant tout le film, on voit que Lancaster, on attend le moment où il va exploser, et au fond, il n'explose jamais. Il reste toujours, il imite Visconti, il reste extrêmement calme, etc. Alors pourquoi je vous parle du rapport entre Le Guépard et donc Violence et Passion? C'est que dans Le Guépard, l'histoire, si vous voulez, c'est donc le Risorgimento dont je vous parle. La bataille des Mille, la marche de Garibaldi sur la Sicile, enfin bon, ça c'est de l'histoire, si vous voulez. Et ce que fait Burt Lancaster, évidemment, c'est que Burt Lancaster a conscience que sa classe, à lui, elle est finie. La seule façon de survivre, c'est d'accepter le fameux mariage entre Angela, la fille du républicain, et Tancrède, le neveu désargenté. Autrement dit, pour que l'aristocratie ne meure pas, il faut qu'elle accepte de pactiser à minima. Bon, d'où la phrase, pour que tout change, il faut que tout reste pareil. Bon. Autrement dit, il a conscience de l'histoire, Burt Lancaster, à la différence de tous les gens de sa classe autour de lui. Sa femme, sa fille, pour eux, l'histoire, les mouvements de l'histoire. D'ailleurs, il y a une phrase au début du Guépard qui est très très belle, lorsqu'on entend, il y a des morts, on entend des rumeurs, des gens viennent apporter des nouvelles sur ce qui se passe, qui est quand même un des plus grands moments de l'histoire de l'Italie, et eux continuent dans leur rituel totalement figé, comme si rien ne se passait. Et un des personnages dit, oh, mais il ne se passe rien en Italie en ce moment. On aurait pu dire la même chose avec la réseau française, si vous voulez. Il ne se passe rien, si ce n'est une invraisemblable substitution de classe. En fait, c'est ça. Donc, pour l'aristocratie de l'époque, qui est totalement aveugle, qui à la fois ne voit pas et refuse de voir le changement, si vous voulez, systémique de l'Italie au moment du Risorgimento, là, en fait, Visconti dans Violence et Passion fait la même chose. Parce que le film est tourné en 1974, et on voit bien que toute la rumeur du monde, parce que comme toujours, quand il y a au cinéma, quand on a un huis clos, ce qui est toujours intéressant, c'est de se dire comment est-ce que le cinéaste arrive quand même
enfin quand ce sont des films intéressants, arrive à nous faire comprendre qu'il y a autour de ce micro-monde clos, un peu étouffant, quand même un monde qui existe. Et au début, c'est vrai qu'on se dit, mais alors on est vraiment, c'est un endroit totalement étriqué. Burt Lancaster, on a le sentiment que ça fait des lustres qu'il n'est même pas sorti de chez lui, qu'il sait même plus ce qui se passe, qu'il lit même plus le journal, et qu'au fond maintenant, finalement sa vie, c'est lui, les objets, les œuvres d'art. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Tout le problème de Lancaster, c'est qu'il vit avec des objets, des œuvres d'art, et puis il est plus habitué à négocier avec les humains, avec les individus. Ce qui va être le grand problème du film, avec l'intrusion de cette famille, évidemment. Et donc, au début du film, on se dit, mais comment Visconti va faire apparaître cette histoire? Il le fait exactement comme dans Le Guépard. Si ce n'est que le film a une ambition esthétique, enfin, en tout cas d'une ampleur qui est évidemment moindre, hein. C'est un film plus modeste, un huis clos d'appartement. D'ailleurs, il faut quand même rappeler que l'appartement, moi je sais que j'ai des amis qui s'étaient amusés à essayer de refaire le plan des 2 appartements, pour dire de la famille des jeunes qui arrivent et de Lancaster, et ça marche pas. C'est comme l'hôtel, si vous laissez faire le plan de l'hôtel Overlook dans Shining, quoi. C'est pas possible, parce que ce sont des espaces qui sont réalistes et impossibles, ça ne marche pas. Et Visconti, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est beaucoup amusé évidemment avec ça, y compris les quelques séquences de balcon où il disait, je veux pas du tout que le panorama qu'on voit au début ait un moment, enfin vous vous souvenez, hein, les 2 moments où on voit le balcon, il voulait pas du tout que ce soit un véritable panorama de Rome. Il s'est dit, mais prenez là tel palais, là telle église, il faut que ce soit une construction mentale de l'image qu'on ait d'un panorama. Alors ça, c'est un micro-détail, mais ça indique beaucoup le statut du film. Autrement dit, on est dans le film à l'intérieur on pourrait dire, d'une construction totalement mentale. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce qu'on pourrait reprocher à Violence et Passion, c'est oui, on pourrait lui reprocher ça, une espèce on pourrait dire de métaphore un peu lourdingue, hein, par l'utilisation de l'espace, vous voyez, le haut, le bas, l'appartement moderne, l'appartement ancien, la génération qui va continuer, la génération qui se meurt, l'obscurité contre la lumière, le modernisme contre, enfin voilà, on a presque un sentiment de presque lire une copie de Terminal. Si on demandait à des élèves en Terminal, vous leur dites, bon, écrivez, dressez une liste des différences entre les 2 appartements. Oui, c'est vite fait, et ça saute aux yeux, hein, la variété italienne en haut, l'opéra en bas. On a vraiment le sentiment que, enfin, pour ne pas voir qu'on a 2 mondes esthétiquement, culturellement, visuellement, à tous les niveaux qui s'opposent, c'est sans doute, à mon avis, si j'avais moi une micro-réserve à faire à Violence et Passion, pour moi c'est ça. Ce qu'il n'y avait pas dans Le Guépard. Il y a une forme de surlignage, je trouve, du discours du film qui fait qu'il est entre limpide et parfois un peu assédé. Cette opposition entre les 2 appartements, là où elle est intéressante, si on oublie le côté, si vous voulez, très visible, hein, même assez grossier, c'est le rapport mental. Moi je pense que c'est ça qui est passionnant, c'est que ce film-là, c'est un film qui rentre dans l'univers mental de Burt Lancaster. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, et là on comprend cette espèce de chambre cachée, vous avez vu derrière la bibliothèque, qui est, alors là on y reviendra après, on peut peut-être avoir des questions là-dessus, hein, cette espèce de chambre du secret, où toute l'histoire dégorge. Hein. C'est là qu'on a caché des juifs pendant la guerre, c'est là qu'il se souvient de sa mère et de sa grand-mère, c'est là qu'il va utiliser, en fait, à la fois comme Rad, on pourrait dire en même temps comme un amant, qui évidemment est une relation qui ne consommera jamais, mais qui est un endroit un peu caché. C'est le cœur, c'est à la fois le refus, c'est la chambre des secrets, c'est le coffret des pulsions en psychanalyse, enfin tout ce que vous voulez. C'est cette espèce de chambre-là. Donc moi je pense que le film est passionnant si on reste à un niveau mental, voyez, si on se dit qu'on est dans l'esprit de Burt Lancaster. Alors, comment cette histoire elle apparaît finalement dans le film, si vous voulez. C'est qu'on comprend au fur et à mesure que l'histoire se déroule, que Comrade a vaguement été lié à des mouvements de gauche, on pourrait dire en 68. On comprend ensuite qu'à cause de dettes de jeu, de trucs un petit peu bizarres, finalement il va s'en sortir en vendant ou en dénonçant le mari industriel de Silva Mangano, Bianca, Blanche, évidemment en italien, qui est sans doute quelqu'un lié au parti d'extrême droite, qui a aussi tout un truc autour, moi c'est ça que je trouve très très beau dans Violence et Passion, l'histoire, elle n'est jamais présente, mais elle apparaît en permanence par petites touches. Et il y a toute l'histoire, parce que des critiques ont dit à l'époque, mais finalement, Visconti, il est obsédé par un truc, en gros, depuis une dizaine d'années, et en l'occurrence dans Violence et Passion, c'est le fascisme dans le placard de l'histoire de l'Italie.
Hein. C'est ça, une des idées de Violence et Passion. Et on voit la façon dont, à la fois, le film joue avec ce qui est secret, ce qui est enfermé, ce qui a été scellé, ce qui se rouvre, etc. Et la question fasciste, la question politique dans le film, et n'oubliez pas que c'est un film qui est réalisé au moment des les Brigades Rouges dont on a parlé tout à l'heure, mais rappelons-nous quand même que l'attentat de la fameuse Piazza Fontana, vous avez peut-être vu ce film récemment en 69 et l'assassinat d'Aldo Moro en 78, sont les 10 années qu'on va appeler les fameuses années de plomb dans l'histoire du cinéma italien. Et ça, c'est une décennie très importante pour nous parce qu'il y a beaucoup de films qui vont retracer, si vous voulez, cette espèce d'humeur et d'ambiance-là. Et le film s'en fait l'écho, mais exactement comme dans Le Guépard, le film se faisait l'écho du Risorgimento, des batailles, de l'avancée de Garibaldi, etc. C'est-à-dire que ce que montre le film, c'est pas du tout le fait qu'il n'y ait pas une histoire qui a lieu, et Visconti ferme pas du tout les yeux là-dessus, il nous dit juste ce que la personne que je suis en train de filmer, là, en l'occurrence Burt Lancaster, elle a décidé de se fermer, de fermer ses écoutilles. Hein. C'est même pas tant le déni que l'aveuglement, la fermeture absolue. Elle n'entend plus ce mouvement de l'histoire. Et d'ailleurs, Visconti, à plusieurs reprises, dans ses entretiens, dans ses témoignages, dira, à partir de la fin des années 60, début 70, il reconnaissait lui-même ne plus comprendre, ou ne pas se reconnaître, mais ne plus comprendre la société italienne telle qu'elle apparaissait. Et c'est assez beau ces moments où Lancaster est confronté à cette jeune génération, on a l'impression qu'elle sort d'un film de Marco Bellocchio, quoi, grosso modo. Hein. Alors, je dis ça parce qu'un film comme Les Poings dans les poches, vous avez peut-être vu ce film en 65, hein, qui raconte comment un enfant, enfin un adolescent se sépare de sa famille en tuant les membres les uns après les autres, et un film qui est très important sur la nouvelle vision, si vous voulez, de la famille, hein, dans le cinéma italien des années 60, faite par cette jeune génération, d'ailleurs, qui s'appelle, que ce soit Pasolini lorsqu'il réalise Théorème, ou Marco Bellocchio, ou évidemment Bernardo Bertolucci quand il fait Prima della Rivoluzione ou La stratégie de l'araignée. Vous avez peut-être vu ces films-là qui appartiennent à la génération d'après tous ceux dont on parle là, les Visconti, Fellini, etc. Il y a les énervés qui apparaissent au début des années 60 et qui font des films extrêmement violents, évidemment, face à la société, mais aussi sur la famille. Et donc, ce qui est très très beau, à mon avis, dans Violence et Passion, c'est la façon dont ce personnage, Burt Lancaster, et là, évidemment, c'est Visconti qui parle, ne comprend plus du tout le monde qui est en train d'arriver. Il y a cette discussion géniale avec la gamine, lorsqu'elle lui dit mais vous avez été jeune à une époque, qu'est-ce que vous faisiez ça aussi? En gros, voilà, vous fumiez des joints, vous couchiez, vous partousiez, peu importe, etc. Et l'autre lui répond, alors il lui répond, non, enfin, vous avez en tête le dialogue, je ne faisais pas ça, voilà, j'étudiais, je travaillais, j'avais envie de me marier, de fonder une famille, etc. Et alors, il y en a plein des dialogues comme ça, et notamment là, où l'autre phrase sur comment est-ce que nous avons essayé, nous, de tenir la politique et la morale, et nous avons échoué, hein, la façon dont Burt Lancaster passe son temps, finalement, à dire pourquoi tout ça n'a pas marché. Et donc le dialogue avec cette petite fille, jeune adolescente, est assez beau parce que c'est l'histoire d'un personnage qui se rend compte que finalement, quand le film commence, il est presque déjà mort. Vous avez vu même son appartement du dessus qui est c'est en ruine, tout est posé là, les œuvres d'art. Évidemment, la femme arrive et dit il faut qu'on mette de l'air dans tout ça. Elle ouvre les fenêtres. Bon, la symbolique est là, évidemment. Et ce personnage, en fait, attend sa mort, a déjà pris congé. C'est ça que je trouve émouvant dans le film. Il a déjà pris congé des autres, et depuis longtemps. Mais prenant congé des autres, il a pris congé du mouvement de l'histoire et de la société. C'est ça que ça veut dire, c'est pas les autres en tant qu'ils sont les autres. C'est que il a décidé, il est rentré dans un temps, dans le set de temps immémorial qui était déjà celui de l'aristocratie du Guépard, un temps immobile, hein, qui attend la fin, qui est poussiéreuse. Hein, souvenez-vous des séquences de messe dans le Guépard. Hein, c'est cette aristocratie qui ressemble à des statues de sel. Il y a quelque chose d'assez terrible là-dedans. Lui, au fond, il attend la fin. Il est déjà presque mort, et jusqu'au moment où on va avoir cette intrusion, hein, de cette famille un peu bizarre, nouvelle, qui comprend absolument pas, et en même temps cette famille-là, c'est aussi un éclat de vie avant la mort du personnage. Et d'ailleurs, il faut remarquer que la façon dont Visconti filme l'arrivée de cette famille dans le monde de Burt Lancaster est exactement la même que celle qu'il utilisait pour filmer les arrivées de Tancred dans le Guépard. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le Guépard, Tancred, Alain Delon, était toujours l'homme qui venait interrompre des rituels,
qui entrait par irruption, par effraction, alors au début, pendant la récitation du rosaire, pendant des rituels. C'est l'homme du mouvement, c'est l'homme qui transgressait les règles, il était toujours en mouvement, alors que les autres étaient toujours immobiles, chacun à sa place, et personne n'en bouge, quoi. En gros, c'est ça. Et là, c'est exactement la même chose avec cette espèce de famille un peu bizarre qui va totalement, lui, le perturber. Et donc voilà, ce qui fait que la fin du film, indépendamment de la citation du tableau de Greuze dont je vous parlais, parce que beaucoup ont dit, oui, mais le tout début du film, c'est une image de fin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir le film comme un film se passant, on pourrait dire débutant, juste après avant le tableau et la loupe. Hein. Ça, je vous parlerai après de ce plan très très beau sur le Burt Lancaster regardant à la loupe ce tableau, qui d'ailleurs est le titre du film lui-même, original italien. C'est ce qu'on appelle les conversation pieces, qui sont des tableaux du XVIIe et du XVIIIe siècle qui mettaient en scène des familles, des enfants, la grand-mère, le père, le chien, le chat, etc., etc. Ce que va filmer Visconti. Il va rentrer à l'intérieur de ça, prendre à la loupe cette famille et voir comment tout ça dysfonctionne. Mais même si dans le cas de Burt Lancaster, c'est quand même mieux d'avoir une famille qui dysfonctionne que pas de famille du tout. Parce que ça qui est terrible, c'est qu'il reprend goût à ça. Regardez la scène du repas. Le repas de fin est évidemment très, très très beau. Et donc on peut aussi prendre le film comme un gigantesque flashback. C'est-à-dire considérer que l'électrocardiogramme qu'on voit au début du film, c'est celui qui est fait à la fin, et que si on prend le film comme un gigantesque flashback, on est à l'intérieur d'une sorte de, si vous voulez, de fantasmagorie, d'évocation, hein, de fantasme du personnage de Burt Lancaster pendant tout le film. Alors, moi je pense que le jeu est très ouvert, c'est-à-dire que soit on peut considérer que le film respecte la chronologie du début à la fin, Lancaster va pas très très bien, on a vu son électrocardiogramme, et puis peu à peu, bon, la famille arrive, et puis il ne résiste pas à tout ça, à la fin il meurt. Ou alors on considère que le film, c'est un peu le dernier rêve, les dernières pensées de ce personnage qui depuis le début est au lit, hein, et qui à la fin lâche son dernier souffle, hein, si vous voulez. Donc c'est pour ça que la dimension mentale, elle est importante, parce que moi je penche plutôt pour la deuxième hypothèse, je pense que tout ça n'est qu'un rêve. Si vous voulez, le rêve, le dernier rêve d'un mort, quoi, de quelqu'un qui va mourir plus précisément. Et ce qui explique, on pourrait dire la lisibilité, le côté extrêmement tranché, même excessif. Par exemple, vous prenez l'appartement du dessus, il y a deux façons de voir l'appartement du dessus. Soit il existe vraiment tel qu'il est, avec des gens, alors voilà, variété italienne, rien, aucun objet d'art quasiment, ou des trucs absolument atroces. Alors ça c'est intéressant, tout est blanc. Oui, oui. Non, mais je précise. Attendez, ne montez pas sur vos chevaux tout de suite. Attendez la fin des phrases. Atroce, mauvais goût, criard, etc., etc. Alors, soit on considère, si on considère que c'est atroce, mauvais goût, criard, le problème c'est que c'est pas objectivement comme ça. C'est comme ça que Lancaster le perçoit. Et donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que spectateur, on peut avoir un point de vue en disant ce tableau est génial, j'ai chez moi. Oui, mais ça, on s'en fout. C'est la façon dont Visconti filme ça, il le filme comme une agression, si vous voulez. Et donc, à ce moment-là, on se dit que c'est le point de vue de Burt Lancaster. C'est pour ça que je pense que tout le film est outré, parce qu'il est pris dans le point de vue de Lancaster, qui ne comprend plus rien et voit tout de façon extrêmement binaire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que je ne dis pas ce qui est dans l'appartement au-dessus est atroce, puis je m'en moque, mon avis ne vous intéresse pas et le mien non plus. Donc non, c'est plutôt la façon dont Visconti en fait aborde cette espèce de dichotomie extrêmement forte, si vous voulez. C'est parce que justement pour lui en haut, au début en tout cas, tout ça incarne le cauchemar. Enfin, la lumière est un cauchemar, on pourrait presque dire, si vous voulez. Bon, allez, à vous de dire des choses bienveillante comme madame. Oui, je passerai le micro cette fois. Oui, monsieur. Pardon. Oui, bonjour, merci. Bonjour. Alors, je n'ai pas bien compris en fait pourquoi vous avez choisi ce film pour illustrer, enfin pour faire le contrepoint du cycle sur le cinéma de genre en fait. Non, alors je vais vous dire, j'ai rien choisi du tout. Que moi j'aime beaucoup Visconti. À l'origine, moi je voulais passer le Guépard, mais pour des raisons que vous expliquera Jean-Paul, c'était pas possible. Et donc on passe devant ses passions. Alors vous avez raison de dire ça, parce qu'il n'y a pas du tout la volonté de ma part de lier artificiellement ça au reste du cycle. Il n'y en a pas. Et ça serait, voyez, ça serait de faire de la rhétorique idiote de le faire. Absolument pas. Si c'est que c'est un film intéressant, plus que ça, que c'est de Visconti, et que ça permettait aussi de parler du Guépard, qui est un film, là pour le coup, très important dans l'histoire du cinéma italien, de ce qu'il y a eu avant et ce qu'il y a après, et dans l'influence qu'il aura notamment sur le cinéma américain. Parce que, je rappelle juste, après je vous réponds, mais
que à l'origine, le guépard, le prince Salina, devait être joué par Marlon Brando. Visconti voulait Marlon Brando, et Marlon Brando a refusé. Finalement, on s'est retrouvé à prendre Burt Lancaster. Alors on peut dire oui, anecdote, mais en même temps, quand vous savez que 6-7 ans plus tard, Marlon Brando va jouer Don Corleone dans Le Parrain de Coppola, évidemment Don Corleone, c'est un produit évidemment du personnage de Mario Puzo, mais aussi de ce qu'a fait Burt Lancaster dans Le Guépard. C'est-à-dire qu'on peut dire que Don Corleone, c'est, si vous voulez, c'est Puzo plus Visconti. Et sans doute que Don Corleone, Marlon Brando n'aurait sans doute pas joué Don Corleone exactement comme il l'a joué si Burt Lancaster n'avait pas joué Le Guépard et si lui n'avait pas failli jouer le rôle du prince Salina dans le film de Visconti, si vous voulez. Mais sinon, non. Il faut voir, à mon avis, ce premier film-là comme une sorte d'apéritif, de film à part, et vous allez le voir dans les mois qui viennent. Là, autant les mois qui viennent, à mon avis, il y a une cohérence, hein, un film, un genre, un cinéaste, et plutôt d'ailleurs systématiquement des genres populaires. Là, on n'est pas du tout dans un cinéma dit populaire, absolument pas. On a un super auteur, évidemment, ce qui ne sera pas du tout le cas des cinéastes dont je vais vous montrer les films après, même si certains ont depuis été reconnus, hein, mais à l'époque, peu d'entre eux l'ont été. Donc voilà, il n'y a pas de lien artificiel de ma part entre violence et passion et tout ce que vous allez voir par la suite, notamment là, le prochain Faccia de Sergio Solima. Mais il n'y a pas de hiérarchie dans ce que je vous dis. Il ne s'agit pas de dire ouais, on commence avec Visconti, puis derrière on fait les poubelles. Pas du tout. Je veux dire, derrière sont des grands films absolument passionnants, mais qui n'ont pas du tout bénéficié de la reconnaissance à l'époque, et même encore aujourd'hui d'une large part de la critique institutionnelle. Hein. Vous allez voir aujourd'hui des cinéphiles ou des critiques de cinéma, vous parlez de Sergio Solima, la plupart ne savent même pas qui c'est. Donc vous voyez, l'idée c'était d'exhumer un peu des films absolument passionnants et qui ont aussi compté, ce qui n'est évidemment pas le cas de Visconti. On redécouvre... Si, il faut revoir les films de Visconti, mais c'est pas un cinéaste vraiment inconnu, quoi. Jean-Paul, c'est à vous de vous expliquer. Pour le Violence et Passion, oui, on a été un peu pris de court, en fait, hein, parce qu'on n'a pas pu avoir le guépard. Donc voilà. Après, il y a des impératifs qu'on ne maîtrise pas toujours. Mais bon, c'est quand même un grand film, et du coup, on s'est dit que c'était aussi une bonne manière d'ouvrir. Bien sûr. Non, alors, je peux vous répondre en étant à la fois très honnête et un peu filou en même temps. C'est qu'il y a quelque chose qui est... Alors le problème c'est que Violence et Passion n'est pas forcément le meilleur exemple de ça, même si Stefano Fabrizi, vous avez vu, l'acteur qui joue le rôle de Stefano dans le film, vous le reverrez dans beaucoup de films de genre italiens de l'époque, notamment des polars. Il jouera souvent des rôles de personnages, on pourrait dire un peu activistes, un peu fous, voire un peu violents. On le verra beaucoup dans ce genre de film-là, chez Fernando Di Leo, chez Carlo Lizzani, chez des gens comme ça. Bon, pourquoi? Alors ce que je pourrais vous dire, c'est la chose suivante. Il y a quelque chose qui caractérise... on pourrait dire vraiment le cinéma italien des années, mais depuis toujours d'ailleurs. Mais en l'occurrence de cet âge-là dont on parle, disons années 60, allons de 58 si vous voulez à 74-75. C'est que, contrairement au cinéma français par exemple, dans le cinéma français, c'est un cinéma qui est très très sectorisé, très hiérarchisé. Vous avez des auteurs considérés comme de grands cinéastes qui travaillent avec certains grands acteurs, et puis il y a toute une série d'acteurs, de techniciens œuvrant plutôt dans le cinéma populaire. Il y a très très peu d'échanges entre les deux. Hein, et dans le cinéma américain, ça a longtemps été ça d'ailleurs. Une des forces, à mon avis, du cinéma italien, c'est que pendant cette période, que ce soit les scénaristes, les acteurs, les chefs opérateurs, les monteurs, etc., tout le monde circule allègrement entre le film populaire et le film d'auteur, entre le péplum et le grand film. Alida Valli, dont on parlait tout à l'heure, elle est aussi bien chez Visconti que chez Argento, par exemple. Mario Bava ou Riccardo Freda, qui sont Mario Bava un peu plus connu, sont des gens qui vont être les chefs opérateurs de grands cinéastes et faire ensuite des films plutôt populaires. Il y a énormément, si vous voulez, d'échanges. Luigi Kuweiler éclairera aussi bien des westerns et des péplums que Enquête sur un citoyen de Elio Petri. Et cet effet d'échange, il a été, me semble-t-il, extrêmement productif dans l'histoire du cinéma italien. C'est que les Italiens, ils ne pensent pas du tout comme nous. Quand vous allez les voir, vous ne pouvez pas dire à un cinéaste ou un acteur, par exemple Pasolini, il a tourné devant la caméra d'un cinéaste qu'on connaît, qui est mort d'ailleurs il y a 2 semaines, là, qui s'appelle Carlo Lizzani, un des grands cinéastes italiens intellectuels des années 50-60, et c'est quelqu'un qui avait compris, comme d'autres, comme Damiano Damiani, par exemple, je ne sais pas si c'est des noms qui vous disent quelque chose, qui avait compris qu'il y a un moment, c'est bien de faire des films d'auteur
un peu raffiné, avec références culturelles, un peu intello, etc. Mais comme c'était beaucoup des cinéastes engagés, à l'époque il y avait beaucoup de gens qui se déplaçaient dans les salles, ils sont pour la plupart pas passés totalement dans le genre, mais ils se sont mis à investir le cinéma de genre pour faire exactement les mêmes films et dire les mêmes choses. Hein. Et Lizzani, Damiani sont des gens qui ont commencé avec des films plutôt ambitieux, un peu ésotériques, un peu compliqués, et un jour se sont dit non mais il faut faire des polars. On va dire la même chose, on aura la même ambition, mais on va toucher un public qu'on ne touche pas du tout avec le type de film qu'on fait. Ça, c'est toujours l'éternel débat. Est-ce que quand on fait un film, est-ce qu'on prêche les convertis, ou on se sert d'un genre comme d'un cheval de Troie pour aller dire autre chose, hein. Ça, c'est vrai à toutes les périodes, quelles que soient les cinématographies, etc. Et avec le cinéma italien, c'est quelque chose qui s'est jamais posé, il n'y a jamais eu cette distinction-là. Et pourquoi je vous parlais de Lizzani? Parce que Pasolini, par exemple, qui est quand même l'archétype, un des archétypes du super-auteur, hein, l'homme qui a fait quand même des films qui, même encore aujourd'hui, pour certains, que ce soit, je sais pas, Médée, je sais pas, mais l'Évangile selon saint Matthieu, qui a fait des films par moments difficiles, voire un peu codés, d'autres beaucoup plus faciles d'approche, etc. Il joue en 71 le rôle d'un prêtre dans un western spaghetti. Dit spaghetti, quand on méprise un peu, on dit spaghetti, quand on aime ça, on dit italien. Et dans un western italien de Carlo Lizzani. Donc vous voyez des gens qui étaient comme, par exemple, une des co-scénaristes du truand de Sergio Leone avait aussi écrit le scénario de La Grande Guerre de Mario Monicelli. C'est-à-dire que chacun passait d'un univers à un autre sans aucun problème. C'est-à-dire que, et on pourrait, Fellini, quand il tourne Histoire extraordinaire, il fait du cinéma de genre à ce moment-là. Nous, on pense pas du tout comme ça. Enfin, c'est beaucoup plus difficile pour nous. Enfin, le cinéma de genre et le cinéma d'auteur, on a l'impression que ça se combine difficilement. Pour les Italiens de cette époque-là, c'est totalement naturel. Ce qui fait qu'on a des effets d'échange mais extrêmement prolifiques et très très intéressants. C'est que des gens comme Bava, comme Fellini, quand Fellini fait Juliette des esprits, il emprunte des figures à Mario Bava. Quand Antonioni fait Identification d'une femme en 82, il y a des séquences qui sortent directement d'un film d'Argento, 82. En plus, il prend le même chef opérateur. Et ça pose aucun problème. Et pourquoi je dis ça? Parce que vous me dites, oui, alors Visconti, on commence comme ça avec un film un peu imposant, bon, et pour ensuite passer dans le genre. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai vu de la critique, du point de vue de la critique française institutionnelle. Vous savez que l'institution, c'est ce qui disparaît dans 10 ans. Ça nous semble là des débats académiques qu'on a là. Mais c'est totalement faux du point de vue de la réalité du cinéma italien, hein, qui a jamais vécu l'un contre l'autre de cette façon-là, si vous voulez. C'est pour ça que ce soit un Visconti, on aurait pu prendre un Fellini, un Pasolini. C'est pas grave parce que ces gens-là ont aussi traversé la route des genres, ont eu des collaborateurs qui sont allés faire des péplums le mois d'après, qui revenaient d'un polar, qui sont allés faire des giallo, qui revenaient ensuite dans leur propre film. Tout ça a beaucoup échangé, quoi, si vous voulez. Donc voilà, je dis ça parce que c'est pas grave de commencer avec un film dit. Je vous parlais tout à l'heure, avant que le film ne débute, du rapport entre Blow Up d'Antonioni et Profondo Rosso d'Argento. Quand on voit les deux, voilà, il y a un film qui est un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque totalement catalogué du côté du cinéma de genre. On appelle le giallo, ça c'est un des genres dont on va explorer un moment, et de l'autre, Blow Up, c'est des films super intello, et en même temps, l'intelligence est dans les deux films. Hein, vous voyez, ça court après les mêmes choses, hein, mais on pourrait dire que les outils sont pas les moyens sont pas les mêmes, quoi. Voilà. Vous êtes quand même content d'avoir revu Visconti. Mais après, il y a quelque chose qui est compliqué avec le cinéma italien. Je ne sais pas quel est votre niveau de savoir sur le cinéma italien, mais que c'est un cinéma qui est globalement beaucoup moins connu, hein, que le cinéma américain, par exemple. Voilà, le cinéma américain, il y a des noms de cinéastes, des titres de films, on partage, disons qu'on est culturellement beaucoup plus imprégné par le cinéma hollywoodien que malheureusement, que le cinéma italien. Je suis convaincu que là, on fait une liste de 50 noms de cinéastes italiens. Moi, je l'ai souvent testé avec des élèves en fac. Il y a une méconnaissance du cinéma italien qui est absolument phénoménale. Quelque chose qu'en France, on ne connaît plus le cinéma italien du tout aujourd'hui. Hein. J'avais une question concernant les espaces. Si moi, comme vous, j'étais très comme ça, frappé de la contraposition assez dichotomique, si on peut utiliser ce mot, entre l'ancienne et la modernité des espaces.
autant les personnages montrent les ambiguïtés politiques, les ambiguïtés sociales, les ambiguïtés existentielles des uns des autres. Et sur ça, Visconti, tous les films de Visconti, ils travaillent sur cette question. L'ambiguïté entre le rapport entre la vie et la mort, tout ça, c'est bien montré. Et autant on voit cette contraposition complètement dichotomique, on peut dire. Très forte, quoi. Oui, entre ces deux espaces. Mais pour autant, l'espace contemporain, l'espace moderne n'est pas une caricature. Comme toutes les choses de Visconti, c'est très soigné. Il y a des tableaux extraordinaires. On est complètement dans l'esthétique. D'ailleurs, on peut noter Rothko, ce Rothko rouge-là qu'il a montré, c'est un peintre, c'est suicidé. Je ne sais pas si ça appartient en quelque sorte. Il y a eu plusieurs suicides dans ce film, j'ai l'impression. Mais voilà, ce n'est pas une caricature. Donc c'est intéressant que, nonobstant, comme vous dites, le personnage, le protagoniste, regrette tout ça. Évidemment, il ne comprend pas, il n'appartient pas. Pour autant, Visconti, qu'il est quelqu'un de un grand esthète, montre que cet espace comme un espace de qualité quand même. Oui. Mais encore une fois, je suis totalement d'accord. En plus, vous dites l'ambiguïté, mais je pense que c'est le propre de tous les grands cinéastes de s'installer au cœur des ambiguïtés. Il n'y a pas de grand cinéaste qui s'installe d'un côté ou d'un autre. C'est quand on est au cœur de cette ambiguïté que ça devient évidemment passionnant. Moi, ce que je trouve très touchant avec le personnage de Lancaster, c'est qu'il est animé par des pulsions qui sont évidemment contradictoires. C'est ça qui est beau. Il serait juste contre, opposé. Ça serait juste un vieux con, sans intérêt. Enfin, on ne fait pas un film avec un personnage comme ça. Bon. Ce qui est passionnant, c'est qu'il veut une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'il veut fermer, mais il ouvre. Il veut garder un certain type de dialogue. Donc, le dialogue a été très travaillé, par exemple, dans le film. Et d'ailleurs, au début, lorsque Lancaster arrive sur le tournage, il trouve que le dialogue des jeunes, de la famille, hors Mangano, est un langage encore trop littéraire. Et donc il fait réécrire, d'ailleurs par son fils et je crois par le fils d'un autre acteur, les dialogues de manière à ce qu'il y ait même une opposition entre leurs façons de parler. C'est-à-dire que ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Et en même temps, en dépit de tout ça, on voit bien que, je dirais que visuellement, du point de vue des dialogues, du point de vue de l'agression que subit Burt Lancaster, tout ça est du côté de ce qu'il refuse, et en même temps, il passe son temps à le désirer. Et c'est ça qui est évidemment intéressant. Ça veut dire que qu'est-ce qu'aime finalement Burt Lancaster en face? De quoi il a besoin? Parce qu'il le dit au début, pourquoi je vous dérange? Il dit non, mais je m'étais habitué à vivre seul, vous êtes dans mon programme de vieillissement, vous n'êtes pas inclus, si vous voulez. Et c'est la question qu'on se pose quand on voit le film, et ça chacun y répond, c'est ça que je trouve assez beau, c'est qu'est-ce qui fait malgré tout que Burt Lancaster se laisse, mais volontairement, envahir par tous ces gens qui a priori n'ont à ses yeux que des tares, si vous voulez. Après, il y a évidemment le personnage de Conrad, qui là joue sur une autre corde, qui est sans doute, je parlais de Mort à Venise tout à l'heure, là il rejoue. Il y a le fantôme de Mort à Venise est évidemment dans le rapport entre Conrad et Burt Lancaster. Et même il y a même des choses très très bizarres quand la fille est très ingénue, l'actrice. Il y a quelque chose, elle vient se coller à lui, elle le touche, elle l'embrasse, etc. Et évidemment, on peut considérer, de la même façon que Burt Lancaster voyait en Tancred, dans Alain Delon, l'équivalent de ce qu'il avait été 40 ans auparavant. Souvenez-vous, dans Le Guépard, la première apparition d'Alain Delon, c'est dans le miroir de Lancaster alors qu'il est en train de se raser. Il n'y a pas une vision plus métaphorique, plus évidente que ça. C'est moi plus jeune, donc je l'aime, quoi. Là, on peut considérer aussi qu'au fond, il y a cette image de la jeunesse perdue qui est là. Et en même temps, une jeunesse perdue, mais qui ne comprend pas. C'est-à-dire que ce n'est pas lui, 30 ans avant, qui revient. Parce que, exactement comme Tancred d'ailleurs. Dans ce film-là, tout le monde parle anglais. D'ailleurs, c'était un des critères au début, lorsque Visconti fait le casting. Il y a des acteurs dont le fameux jeune Fabrizi dont je vous parlais, Stefano, qui avait très très peur parce que lui parlait très mal anglais. Et Burt Lancaster disait, je ne joue pas dans ce film avec des gens qui ne parlent pas anglais. Donc la langue, elle est évidemment, c'est la langue. De toute façon, on reconnaît, il y a la voix, il y a la diction de Lancaster, elle se reconnaît entre mille. Il parle comme une mitrailleuse, Burt Lancaster. Il parle extrêmement vite. Je ne sais pas si... bon, ça c'est une tradition. Au revoir.
Je vous en prie. Au revoir. Lié au cinéma hollywoodien classique. Dans le cinéma hollywoodien classique, on parlait dans les années 40, si vous avez vu un peu des films noirs, etc., extrêmement rapidement. Il y avait un chevauchement par moments presque des dialogues. Hein, ça allait très 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 vite. Et Lancaster, il a gardé ça. Il parle très très vite, Lancaster. Il parle par rasade. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais il parle par rasade, quoi. Et donc en italien, si c'est pas lui, vous le repérez tout de suite, quoi. La diction de Lancaster, elle est absolument unique. Oui, mais après, oui. Jouer, c'est de l'underplaying, comme on dit, si vous voulez. Ça veut dire passer par le regard, faire d'autres choses, évidemment. Ça peut être beaucoup moins expressif corporellement, si vous voulez, qu'il a pu l'être dans le cinéma hollywoodien. Et Dieu sait que Lancaster était un athlète, quoi. C'est quelqu'un qui a beaucoup usé de ça, évidemment. C'est un acteur génial, Burt Lancaster. Ouais, monsieur. Oui. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. J'ai de nouveau une question sur l'espace. Vous avez dit avant le film que la raison pour laquelle le film a été tourné dans l'appartement uniquement était liée donc, aux difficultés du réalisateur pour se déplacer. Est-ce qu'on peut imaginer que s'il n'avait pas eu cet AVC précédemment, le film aurait été fait différemment? Alors, s'il n'avait pas eu cet AVC, il avait le projet, mais ça je vous l'ai dit, de tourner La Montagne Magique de Thomas Mann. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce film. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cet accident pendant Ludwig, qui arrive en juillet 72, il terminait sa trilogie, il tournait Thomas Mann. C'est-à-dire que ce projet vient pour s'accorder à sa nouvelle condition physique diminuée, si vous voulez. Mais en même temps, c'est du Visconti pur et dur. Hein. Enfin, c'est que lorsque Emilio Darci, je ne sais plus le nom de l'homme, du scénariste qui amène le sujet à Visconti, il lui amène du Visconti. Enfin, pour le coup, c'est... Mais non, il n'y aurait pas eu ce film-là, évidemment. Enfin, il n'y aurait pas eu ce film-là. En tout cas, c'était pas ce que devait faire Visconti s'il n'y avait pas eu cet accident-là. Ah mais ça, c'est... Proust, ça fait partie de c'est des projets, c'est un peu comme on parlait de Cimino et André Malraux et la condition humaine. Il a toujours voulu adapter Proust. C'est-à-dire que alors, c'est intéressant que vous citiez Proust parce que... il le disait lui-même d'ailleurs, Visconti. Il disait, moi j'appartiens à la génération des Proust, Malheur, etc. De gens qui ne se sont jamais sentis à l'aise dans leur présent, si vous voulez. Et le sentiment de la mélancolie, on n'en a peut-être pas parlé, mais elle est quand même fou, c'est quand même pour moi la chose la plus frappante quand on regarde un film de Visconti, en tout cas des 5-6 derniers Visconti, c'est le sentiment de la mélancolie. Cette espèce d'anachronisme. Le guépard qui est aussi là le professeur, c'est un personnage qui d'un seul coup se rend compte qu'il ne sait plus, il rêve d'un temps ancien et en même temps il ne sait plus habiter le présent. Cette espèce de décalage-là produit une mélancolie qui est très très forte chez Visconti. Et d'ailleurs, à mon avis, quand l'influence qu'aura le style de Visconti, enfin, l'influence de Visconti sur le cinéma, alors on peut se dire oui, je pense que c'est ça très précisément. Hein, c'est la façon de créer des personnages mélancoliques. Hein, le grand personnage mélancolique appartenant à une société finissante. Je pense que ça, c'est du Visconti. C'est viscontien typique. On parlait tout à l'heure de Don Corleone dans Le Parrain. C'est un personnage viscontien. James Avril, Christopherson dans La Porte du Paradis, c'est un personnage viscontien. C'est ça, à mon avis, ce qui est... Alors, c'est pas uniquement les grandes scènes de bal, le faste, bien sûr, peut-être, mais ça me semble presque anecdotique. Je pense que l'esprit viscontien, c'est l'esprit proustien. C'est l'anachronisme de personnages qui, d'un seul coup, se rendent compte qu'ils n'ont plus de place à l'intérieur d'une société qui est en train de changer. C'est-à-dire que leur monde à eux s'effondre, et la société autour d'elle est en train de changer, et ils ne prennent pas le train de l'histoire, pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'ils ne peuvent pas, soit parce qu'ils ne veulent pas, etc. Ça, je pense que c'est ce qui définit très exactement ce que c'est un vrai personnage de Visconti, si vous voulez. Il y avait un monsieur tout là-haut. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà, je voudrais savoir un peu que faisaient tous ces metteurs en scène italiens pendant l'époque du fascisme. Est-ce qu'ils étaient bridés? Que faisaient-ils? Votre question, elle est compliquée, parce que ces metteurs en scène-là, ce que vous appelez ces metteurs en scène-là, ils faisaient rien. Enfin, ils étaient plutôt du bon côté du manche, c'est ce que vous voulez savoir. Hein, c'est pas... Non mais... quand Visconti, par exemple, alors ça c'est un des éléments biographiques qu'on retrouve dans Violence et Passion,
a véritablement aidé avec sa famille à cacher des juifs dans un appartement, dans une petite pièce qui était exactement d'ailleurs quasiment celle de l'appartement que vous voyez là. C'est-à-dire que je pense que le fascisme, c'est... Alors, d'ailleurs, c'est intéressant que vous mentionnez ça parce qu'on parlait de la stratégie de l'araignée, ce film de Bertolucci, 68, un film à voir, encore avec Alida Valli d'ailleurs, qui raconte l'histoire. Qui a vu ce film parmi vous? Non, mais ça, c'est des trucs qu'il faut voir. Film de 68, donc c'est le deuxième film de Bernardo Bertolucci, qui raconte l'histoire d'un homme. Je dis ça, 68, c'est très important, parce que la génération de cinéastes qui apparaît, on pourrait dire, entre fin 50 début 60, c'est-à-dire celle qui vient après Visconti, si vous voulez, c'est une génération de cinéastes qui, justement, va mettre sur la table, alors le Risorgimento, même pas vraiment, la question du fascisme et du comportement des pères pendant évidemment le fascisme et Mussolini, etc. Et donc dans ce film La stratégie de l'araignée, c'est passionnant parce que c'est l'histoire d'un homme, d'un fils, qui retourne dans son petit village natal. Et dans ce petit village-là, il y a une statue qui trône au milieu de la place principale, qui est une statue de son père. Son père, qui a priori, a été un grand héros de la résistance. Bon. Et il va enquêter tout simplement pour savoir, parce qu'il s'est un grand héros de la résistance, qui a été tué a priori par des gens du village, des gens acquis à la cause mussolinienne, qui au dernier moment sont devenus des résistants d'opérette, comme on le sait évidemment. Et lui, il va enquêter pour savoir quels sont les meurtriers, enfin les assassins de son père, qui sont sans doute encore là, des villageois présents, etc. Et c'est un très grand film sur la façon dont l'histoire, en fait, ça nous raconte une histoire qui est fausse. On se rendra compte que le père n'était pas un résistant et que les lâches l'ont tué, mais l'ont tué pour de bonnes raisons liées à la résistance précisément. C'est-à-dire que l'histoire qu'on nous raconte, et c'est ce que pointe Bertolucci, à la fois elle est totalement fausse, mais c'est le côté fordien, imprimer la légende ou la vérité, elle est totalement fausse. En même temps, on peut considérer qu'elle permet à l'Italie d'avancer, de se reconstruire, et cette génération des années 60 dit non, c'est précisément parce qu'on n'a pas purgé cette histoire-là, si vous voulez, c'est ce que va faire Bertolucci, Bellocchio, il y en a plein comme ça, que l'Italie n'arrive plus à avancer. Le fascisme qu'on ressort du placard, et qui est un des trucs très importants dans le cinéma italien des années 60-70. Faccia a Faccia, que vous allez voir le mois prochain, est un film qui aborde ça sous un angle extrêmement étrange, notamment, qui est celui du western italien. Vous allez voir, je ne vais pas le déflorer plus que ça. Oui, je voudrais vous demander si pendant le fascisme, il y avait des films de qualité. Qu'il y avait des grands metteurs en scène. Non, alors si, mais des gens comme Serrandrei, ce sont des gens qui sont des cinéastes des années 40, des gens comme Matarazzo qui faisaient des mélodrames intéressants. Mais c'est pas parce qu'il y a eu quelques films intéressants. Le cinéma du fascisme italien, c'est le cinéma des téléphones blancs. C'est-à-dire que c'est des bluettes qui sont là pour, et on pourrait dire, distraire le peuple avec des films qui racontent des petites amourettes. Mais non, il n'y a pas de grand... Une des raisons pour lesquelles le néoréalisme italien émerge en 1945 via Rossellini et les autres, et Visconti, le premier film Enfin, il faut se rappeler que le néoréalisme est une réaction, évidemment, au film du fascisme, si vous voulez, d'abord, et que le premier film dit néoréaliste, c'est Ossessione de Visconti. C'est-à-dire que le terme néoréaliste, il apparaît non pas en 1945 au moment de Rome ville ouverte, mais il apparaît en 1942 au moment d'Ossessione, et ça c'est le monteur de Visconti, Mario Serrandrei, qui va inventer ce terme-là à propos du film de Visconti. Il est en train de monter Ossessione, il lui dit mais c'est un film, c'est encore plus que réaliste, c'est du néoréalisme, voilà, 42. Et là va naître l'expression, c'est pour ça que Visconti, il a un rôle très important dans cette histoire du néoréalisme, parce c'est presque le fondateur, c'est l'homme qui a fait le film par lequel le terme est né. C'est un des pères fondateurs du néoréalisme, d'où la violence dont il fera l'objet à partir du moment où on considérera qu'il s'en éloignera, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça qui est intéressant, quoi. Bon, après il y a plein d'histoires à raconter. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Rendez-vous dans un mois avec Sergio Solima.